ça sera sur les incidences fiscales du travail à l'étranger, les travailleurs nomades. Et puis, nos présentatrices seront Mme Irina Marinescu, CPA directrice principale à CFLA, et puis Mme Silvana Dator, CPA directrice CFLA. Donc, je vous laisse la parole. Je vais attendre. Est-ce que ça marche? Bien sûr. Puis le clicker aussi? Oui. Est-ce que le micro marche? Oui. J'ai l'impression qu'il est très doux. Je vais attendre quelques secondes que ça se déplace. Bon, fait que merci d'être présent aujourd'hui. Irina Marinescu, comme elle a dit, directrice principale chez CFLA. On est une firme de fiscalité canadienne et internationale. Et ma collègue Silvana Datoré, qui est directrice aussi dans l'équipe. Aujourd'hui, on va discuter des incidences fiscales du travail à l'étranger, donc le télétravail, mais pas au Québec, à l'étranger. Pourquoi c'est un sujet qui est d'actualité? Parce que depuis la pandémie, on a vu un grand shift vers le télétravail. Quand le télétravail est pour du télétravail dans la maison au Québec, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est lorsque le télétravail a lieu dans un autre pays. Et vous devez vous dire, ça ne doit pas arriver si souvent, mais nous, on le voit quand même régulièrement. Donc, des employés qui décident, tant qu'à faire du télétravail, je vais aller passer du temps au Costa Rica, au Panama, aux États-Unis, que ce soit temporairement ou indéfiniment, mais garder le lien employé-employeur avec l'employeur canadien. Donc, dans le fond, le but d'aujourd'hui, premièrement, on va couvrir spécifiquement le télétravail aux États-Unis parce que c'est le pays qui est le plus proche et où est-ce qu'on voit le plus de cas. Mais bien sûr, vous allez pouvoir appliquer les concepts et les enjeux et les risques pour n'importe quel autre pays dans le monde. C'est les mêmes risques, essentiellement. Le but, c'est pas de faire de vous des experts en la matière, c'est plus de vous donner certains outils pour que vous puissiez identifier les risques et les enjeux quand vous faites face à un client qui vous avise indirectement qu'il a des employés qui travaillent à l'étranger pour que vous puissiez ensuite les accompagner pour s'assurer qu'ils sont au courant des risques. Donc, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? On va faire un petit mini-survol des règles de détermination de résidence fiscale. C'est vraiment pas le focus de la présentation, sinon on serait ici pendant 1h30. Mais on va quand même expliquer l'importance de cette première étape. Ensuite, les obligations de l'employeur canadien, tant au Canada qu'aux États-Unis, au niveau des retenues à la source quand l'employé travaille à distance. On va discuter des autres implications pour l'employeur dans un tel arrangement. Connaître les obligations, on passe du côté employé aussi, parce que c'est beau parler de l'employeur, mais il faut aussi que l'employé soit au courant de ce qui va se passer dans sa vie personnelle au niveau de ses obligations par rapport à un déménagement aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et finalement, discuter du statut de travailleur autonome et de l'établissement stable aux États-Unis, parce que c'est toujours une question qui revient dans ce contexte-là. Donc, survol de la résidence fiscale, on commence avec le Canada. Donc, comme j'ai dit, on ne rentre pas dans le calcul, les règles de détermination, c'est plus de comprendre pourquoi c'est important de faire ces déterminations-là. Donc, habituellement, c'est là qu'on vient dans le portrait. C'est qu'on va faire une entrevue, une discussion avec les employés en question pour déterminer leur statut de résidence fiscale lorsqu'ils quittent le Canada et le Québec pour justement, oui, bien sûr, conseiller l'employé par rapport à ses obligations fiscales et les enjeux d'un déménagement, mais aussi pour pouvoir conseiller l'employeur par rapport à ses obligations en matière de paye, de retenue
à la source. Parce que le statut de résidence fiscale canadien va avoir un gros impact sur qu'est-ce que l'employeur va avoir à faire tant au Canada qu'aux États-Unis. La résidence fiscale aux États-Unis, je rentre un petit peu plus en détail parce que habituellement les gens connaissent moins les règles, mais essentiellement, la détermination ne se fait pas comme au Canada. Au Canada, on mise beaucoup sur la résidence factuelle, les règles factuelles. Aux États-Unis, on a 3 conditions qui font en sorte qu'on devient résident fiscal. Il y a la citoyenneté américaine, donc quelqu'un qui détient la citoyenneté américaine va rester résident fiscal fédéral des États-Unis pour toute sa vie ou tant qu'il détient cette citoyenneté, peu importe il habite où dans le monde. Le deuxième critère, c'est la carte de résidence permanente, ou comme tout le monde la connaît, la Green Card. Cette carte-là a le même impact que la citoyenneté, tant et aussi longtemps que la carte est détenue, qu'elle soit valide ou non d'un point de vue immigration. Donc, plusieurs personnes pensent que s'ils la cachent dans un tiroir puis qu'elle est expirée, elle compte plus. C'est pas le cas. Donc, une carte verte, tant qu'elle est en possession du contribuable et pas remise aux douanes, fait en sorte que la personne reste un résident fiscal fédéral américain tant et aussi longtemps qu'il la détient, même s'il n'habite pas aux États-Unis. Et la dernière façon d'établir la résidence aux États-Unis, c'est le test de présence substantielle, ou en anglais, le Substantial Presence Test. Ce test-là, c'est basé sur la présence physique en sol américain et c'est un test qu'on va regarder sur une période de 3 années en arrière, donc l'année courante et 2 années en arrière. Et c'est un test qu'on doit réexaminer à chaque année. Donc, quand on ne détient pas la citoyenneté ou la carte verte, il faut se rabattre là-dessus. Au niveau, là on parle de fédéral, il y a aussi la résidence étatique. Il y a beaucoup d'États aux États-Unis et chaque État, un peu comme le Québec, a ses propres règles. Donc, un employé qui va aller aux États-Unis, va falloir déterminer dans quel État il s'est établi et regarder les règles de résidence dans cet État. On passe aux obligations de l'employeur canadien au Canada. Donc, on regarde spécifiquement qu'est-ce que l'employeur va devoir faire dans ce contexte au niveau des retenues à la source canadienne. Donc, on n'oublie pas, on est dans le contexte d'un employeur canadien qui paye. Donc, la paye reste à partir du Canada et qu'il y a un employé qui décide d'aller travailler aux États-Unis pour cet employeur. À travers toute cette section, vous allez voir, on sépare souvent entre résident fiscal et non résident fiscal, d'où pourquoi l'importance de déterminer la résidence fiscale dès le début, parce que le résultat n'est pas pareil au niveau des retenues. Donc, la retenue de l'impôt à la source pour un employé qui reste résident fiscal du Canada-Québec, il n'y a rien qui change. L'employeur doit continuer à prélever l'impôt canadien-québécois sur la rémunération, peu importe s'il travaille au Canada ou aux États-Unis. Dans le contexte d'un employé qui devient non-résident fiscal et dont le salaire est imposable dans cet autre pays, donc aux États-Unis par exemple, l'employeur va pouvoir arrêter les retenues d'impôt à la source fédérale et Québec tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de service rendu en sol canadien-québécois. Donc, si l'employé s'en va puis il ne revient plus travailler au Canada-Québec, l'employeur peut arrêter les retenues d'impôt à la source. Au niveau des charges de sécurité sociale, l'assurance-emploi, ici on a la règle, donc l'emploi est assurable si toutes les conditions suivantes s'appliquent. L'employé reste résident fiscal du Canada-Québec. L'emploi est exercé à l'étranger pour un employeur qui réside ou possède un établissement au Québec. Il serait assurable s'il se déroulait au Canada-Québec et il n'est pas assurable dans l'autre pays. Donc, on revient aux 2 catégories. Quelqu'un qui reste résident fiscal, leur rémunération va être sujette aux cotisations assurance-emploi employé-employeur, à moins, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de cotisation équivalente américaine, qu'on appelle FUTA-SUTA aux États-Unis, mais ça ne devrait pas être le cas. Au niveau d'un non-résident fiscal, étant donné que la première condition n'est plus applicable, l'employeur va pouvoir arrêter
les cotisations employés-employeurs à l'assurance-emploi, mais il faut bien sûr s'assurer qu'il y aura cotisation au FUTA-SUTA aux États-Unis dans ce contexte. Pour la Régie des rentes du Québec, pour un résident fiscal, bien, son travail va rester un travail visé et donc les cotisations employés-employeurs vont devoir continuer, même s'il travaille physiquement des États-Unis. Pour un employé non résident fiscal, bien là, ça dépend. Pourquoi ça dépend? Parce que, dans le fond, il y a un certificat d'assujettissement qu'on peut demander dans ce contexte où est-ce que l'employé et l'employeur décident qu'ils veulent continuer à cotiser à la RRQ. Dans ce contexte-là, si les critères sont rencontrés et le certificat est approuvé, bien, les cotisations RRQ continuent et il n'y a pas de cotisation aux États-Unis. Mais s'il n'y a pas de certificat d'assujettissement en place, dans ce cas-là, les cotisations RRQ employés-employeurs pourront cesser. Bien sûr, dans ce contexte-là, il y aura cotisation à la sécurité sociale américaine en parallèle. Les jours de travail en sol canadien, donc il ne faut pas oublier, des fois les gens vont revenir au Canada en business trip, en conférence, pour 1 semaine sur 4 ou etc. Bien, ça, c'est pas idéal comme situation parce que les jours en sol canadien vont être sujets aux cotisations RRQ employés-employeurs. Donc, ça fait beaucoup de gestion pour l'employeur qui doit faire la paye pour cet employé-là. Au niveau de la RQAP, les règles sont très simples, que tu sois non-résident ou résident. Les cotisations employés-employeurs doivent poursuivre à la RQAP. Donc, il n'y a pas façon de s'en sortir tant et aussi longtemps qu'il est payé du Québec. Par contre, un non-résident pourrait aller récupérer la cotisation employée de la RQAP dans une déclaration de revenus du Québec de non-résident sur la base annuelle, mais compte tenu des montants, des fois, ça ne vaut pas la peine. Et finalement, on a toutes les autres charges sociales. On ne rentre pas dans le détail des charges sociales employeurs, mais il y a bien sûr la FSS à considérer, la CLS, la FDR, CMO et la CNE-SST. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, résidents ou non résidents, ces charges-là vont continuer, malheureusement. Le lieu où les services sont fournis, donc dans ce contexte-là, un service est fourni, on parle des jours de travail, où est-ce que l'employé physiquement travaille. Pourquoi c'est important de garder trace? Donc, dans ce contexte, souvent, on va avoir des gens qui ont des calendriers qui vont marquer où est-ce qu'ils ont travaillé à chaque jour, à moins qu'il n'y ait pas du tout de changement puis que ce soit toujours les États-Unis. Ça va être important dans les deux contextes, résident ou non résident. Pour un résident, c'est important pour déterminer la source du revenu et ensuite réclamer des crédits d'impôt étrangers dans les déclarations de revenus. Pour un non-résident, c'est important parce que, comme vous avez vu, il y a certaines charges sociales qui vont quand même être applicables s'il y a des services qui sont rendus en sol canadien. Donc, par exemple, l'impôt retenu à la source sur les jours de travail au Canada-Québec ou la RRQ également. Donc, c'est pour ça que si on est dans un contexte d'employé qui s'en va aux États-Unis, on recommande toujours d'éviter les horaires de travail hybrides parce que sinon, ça devient très difficile à gérer. Finalement, ben là, vous vous dites, OK, un résident canadien qui va travailler aux États-Unis va continuer à avoir les retenues d'impôts canadiennes québécoises à la source, mais cet employé-là va devoir aussi payer son impôt aux États-Unis. Donc, il va avoir aussi des retenues d'impôts américaines à la source si l'employeur fait les choses correctement. C'est une double retenue. Il n'en restera pas gros dans sa poche à la fin de la journée. Dans le fond, il y a une solution à ça. C'est juste, faut être très diligent. C'est les demandes de réduction de retenue à la source fédérale et Québec. C'est une demande qui se fait sur une base annuelle et qu'il faut faire bien à l'avance car ça prend plusieurs mois de traitement. Dans le fond, la réduction des impôts ne peut pas être faite tant qu'on n'a pas l'approbation des gouvernements et c'est quelque chose qui doit être fait annuellement. Donc, ça peut être fait, mais c'est un petit peu plus complexe essentiellement. Je passe le flambeau à Sylvana pour le côté US. Merci.
Parfait. Alors, on va commencer. Lorsqu'un employeur se ramasse avec un employé aux États-Unis, mais c'est quoi les premières étapes? Alors, l'employeur va être tenu d'établir une feuille de paye fictive. Donc, en anglais, on appelle ça un shadow payroll, si l'employé continue à être payé du Canada, ou ultimement une paye réelle aux États-Unis afin de prélever et verser les impôts américains, étatiques et locaux. Ensuite, il y a aussi des numéros d'identification qui vont devoir être obtenus. Donc, l'employeur va devoir obtenir un Employer Identification Number au palier fédéral. Au niveau étatique, il va y avoir différents numéros de compte de paye qui vont devoir être appliqués aussi. Généralement, on voit le temps de traitement à peu près entre 6 et 8 semaines pour les numéros de compte étatiques, donc c'est quand même un petit peu plus long. Alors, juste toujours garder ça en tête qu'il faut planifier les choses d'avance. Et puis, du côté employé, l'employé va devoir s'assurer d'avoir un Social Security Number ou un ITIN s'il n'est pas éligible pour le Social Security Number. Généralement, on est éligible pour le SSN lorsqu'on a un visa de travail, citoyen américain ou green card holder. Et puis, finalement, un compte bancaire américain devrait être ouvert pour l'employé et l'employeur, juste pour simplifier le tout, surtout avec les gouvernements américains. Maintenant, un peu comme on a fait du côté canadien, on va diviser le tout entre quelqu'un qui est non-résident et résident, parce qu'encore là, ça découle toujours de ça. Alors, pour quelqu'un qui est non-résident fiscal des États-Unis, seulement que la rémunération reçue pour le travail effectué en sol américain, donc vraiment selon les jours de présence physique là et travail physique aux États-Unis, donc comme Irina mentionnait, le sourcing là, du revenu, va être soumis à l'obligation de la retenue fédérale, étatique puis locale, là, si requis. Et puis, pour quelqu'un qui est employé, un employé qui est résident fiscal américain, mais dans ce cas-là, c'est tout le revenu qui est assujetti à l'impôt. Pour ce qui est évidemment des charges sociales américaines, donc on a le Social Security et le Medicare. Généralement, eux vont s'appliquer sur les services ou sur les salaires pour les services rendus aux États-Unis, peu importe où que le payeur est ou même l'employé. Par exemple, là, on a différentes considérations à prendre en compte. Si la personne est non résidente et passe moins que 183 jours aux États-Unis, continue à payer la RRQ. Dans ce cas-là, il y a une position administrative qui permet de se prévaloir de l'obligation des charges sociales américaines. Donc, assez facile, il n'y a rien à faire. Si la personne passe plus que 183 jours, mais elle demeure non résident fiscal américain, dans ce cas-là, c'est le certificat d'assujettissement qu'il va falloir obtenir pour ne pas avoir à payer les charges sociales américaines et la personne va continuer à payer les charges au Canada. Et puis, pour ce qui est des charges sociales employeurs telles que le FUTA-SUTA, ceux-ci ne seront pas requises tant que la couverture sous l'assurance emploi se continue. Pour quelqu'un qui devient résident fiscal des États-Unis, ultimement, la personne sera assujettie aux charges sociales, sauf s'il y a un certificat d'assujettissement en place. Sinon, les charges employeurs et employés vont être requis. Puis là, en termes d'autres obligations aux États-Unis, bien là, on en a indiqué une couple. Donc, au niveau fédéral, on a Federal Unemployment Tax, ce qu'on a référé plutôt à FUTA. Et puis, au niveau étatique, évidemment, ça va comme varier dépendamment de l'État, mais on a le State Unemployment Tax. Certains États, ils l'appellent le Re-Employment Tax, comme la Floride. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais il va être différent. Disability Tax, Workers' Compensation, ça, c'est juste une coupe qu'on a. Il y a aussi d'autres considérations parfois légales, mais là, on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Parfait. Là, je vais rentrer en comme juste d'autres considérations à en prendre en compte. Donc, la première chose, c'est souvent, là, c'est bien beau, on a expliqué les règles, qu'est-ce qu'on doit faire techniquement, mais parfois, ce n'est pas respecté, ce n'est pas fait. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui a été fait? Bon, de un, si la personne a travaillé aux États-Unis, l'employé va devoir préparer une déclaration d'impôt américaine. Peut-être qu'il n'y a pas d'impôt à payer en bout de ligne parce qu'il y a une exemption sur une convention fiscale, mais ça, c'est à déterminer par la suite. Il y a quand même une déclaration d'impôt qui est due. En assumant qu'il y a un impôt dû, bien, dans ce cas-là, l'employé va devoir payer avec la déclaration d'impôt. Donc, parfois, ça peut être un solde quand même substantiel. Puis, ceci peut aussi résulter en vérification employé ou employeur aussi de la part du gouvernement.
tant qu'à savoir le pourquoi que les feuillets d'impôts n'ont pas été préparés, parce que pourquoi il n'y aurait pas l'équivalent du T4, le W2 aux États-Unis ou vice-versa, et pourquoi que les retenues applicables n'ont pas été effectuées non plus. C'est sûr qu'au début, le risque reste minime, mais il va augmenter à chaque année et avec chaque employé que l'employeur a dans la même situation. Puis là, et ultimement, c'est quoi le risque? Ben, c'est toujours les pénalités, les intérêts sur les obligations de paie qui n'ont pas été respectées. Puis d'autres choses à prendre en compte, c'est sûr que ça reste toujours la responsabilité de l'employeur de s'assurer que l'employé a un visa de travail approprié pour travailler à l'étranger. Donc, puis c'est sûr qu'il y a aussi un enjeu là, du côté employé. Si la personne travaille, disons, aux États-Unis, puis ils n'ont pas le droit de travailler, ben, on n'est clairement pas légal, là. Alors, il pourrait avoir un problème justement d'immigration pour l'employé, mais aussi pour l'employeur, il peut avoir éventuellement des risques réputationnels ou des difficultés à obtenir des visas de travail pour leurs employés dans le futur, là, s'ils sont attrapés, évidemment. L'employeur a toujours aussi la responsabilité de déterminer s'il existe des lois sur le travail spécifiques à prendre en compte, parce que c'est bien beau nos lois ici au Canada, mais aux États-Unis, ils ont différentes lois, évidemment. Donc, par exemple, on a l'assurance maladie, loi sur l'accident de travail, etc. Parfait. Puis ensuite, c'est sûr qu'il faut toujours penser aussi que quelqu'un qui part du Canada, comme Irina a mentionné au début, c'est toujours bon d'avoir un entretien fiscal avec un fiscaliste, justement pour déterminer de un, c'est quoi la résidence de la personne, parce que tout découle de là, comme vous avez pu constater. Aussi à savoir c'est quoi les conséquences spécifiques à l'employé et aussi déterminer les obligations fiscales canadiennes, américaines de l'employeur dans l'année de départ de la personne et puis les années aussi subséquentes. L'employeur devrait aussi avoir en place une politique de télétravail, tant qu'au Canada qu'aux États-Unis ou aux pays étrangers, là, qui liste qu'est-ce qui est autorisé ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis c'est sûr que tout ça, ça coûte quand même des sous. Il y a toujours le côté, l'argent qu'on va payer à un professionnel, mais aussi le côté administratif de mettre, disons, un shallow payroll en place aux États-Unis. Donc, il faut quand même payer quelqu'un pour faire le tout. Parfait. Ensuite, je vais aller un petit peu plus en détail dans les obligations des employés. Donc, on va commencer juste qu'est-ce que l'employé doit faire ultimement. Donc, je vais y aller comme par catégorie. Donc, de un, si quelqu'un reste résident fiscal du Canada, ultimement, les obligations ne changent pas vraiment. Ils vont quand même devoir produire une déclaration d'impôt et puis canadienne, et puis reporter leurs revenus mondiaux sur la déclaration. C'est sûr que là, si l'employé a travaillé en sol américain puis qui ont été imposables aux États-Unis, évidemment, pour éviter une double imposition, on va réclamer un crédit d'impôt étranger au Canada. Généralement, lorsqu'on réclame un crédit d'impôt étranger de plus de 200 $, je dirais 80 ou 90 % du temps, on a une demande d'information de la part de l'ARC pour confirmer que oui, la personne a bien et bien déclaré aux États-Unis et payé les impôts. Donc ça, encore plus, c'est d'autres paperasses administratives qu'il faut garder en compte. Puis évidemment, il va falloir aussi s'assurer qu'on fait le sourcing du revenu comme il faut pour s'assurer que tout est reporté comme il faut sur sa déclaration d'impôt. Et puis, évidemment, comme j'ai mentionné, c'est les revenus mondiaux qui sont déclarés sur la déclaration d'impôt. Donc, même si, disons, des comptes d'investissement sont ouverts aux États-Unis, bien, il faut quand même les déclarer sur la déclaration canadienne. Maintenant, pour quelqu'un qui cesse la résidence fiscale dans l'année, donc il partirait du Canada, ultimement, ils vont devoir reporter leurs revenus mondiaux jusqu'à la date de départ. Et ensuite, c'est juste les revenus de source canadienne qui vont être reportés sur la déclaration. La grosse enjeu dans cette circonstance-là, c'est plus s'il y a de l'impôt de départ. Donc, c'est plus au niveau personnel et puis donc la disposition présumée des biens. Ensuite, on rentre si la personne est juste non résidente fiscale du Canada, mais continue d'être payée d'un payeur canadien. Donc, on a comme deux sous-catégories. Donc, s'il n'y a pas de jour de travail au Canada, bon, c'est simple. Il n'y a pas de revenus qui seraient imposables au Canada. Donc, en théorie, pas de déclaration d'impôt qui serait requis. L'employeur va quand même émettre un T4 puis un relevé 1.
Puis sur le T4 relevé 1, c'est important d'habitude d'avoir le code ZZ ou États-Unis là, qui démontre que le revenu a été gagné à l'étranger. En théorie, ça devrait être tout. Cependant, en pratique, on voit que l'ARC ou même Revenu Québec vont poser plus de questions à savoir le pourquoi est-ce que l'employé reçoit un T4 ou un relevé 1, mais qui ne produit pas de déclaration d'impôt. D'habitude, ça se règle assez facilement avec juste une lettre. Mais parfois, on a des employés qui préfèrent simplement préparer une déclaration d'impôt ultimement à zéro, là, donc juste mettre le revenu qui est sur le T4 relevé 1, puis prendre une déduction du même montant, mentionnant qu'ils sont non-résidents et qui n'ont pas travaillé au Canada. Donc, comme un in and out, là, d'une façon. Parfait. Puis là, pour un non-résident fiscal qui a des jours de travail au Canada, évidemment, ils vont quand même devoir produire une déclaration canadienne. Le revenu potentiellement imposable au Canada, c'est sûr, il faut toujours aller voir est-ce qu'il y aurait peut-être une exemption sous la convention fiscale à déterminer. Le plus important là-dedans, comme Irina a mentionné, c'est vraiment juste garder compte des jours de travail et où qu'on a travaillé, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'assurer qu'on fait notre sourcing comme il faut, puis qu'on impose le bon revenu dans le bon pays. Puis là, c'est sûr, tout ce que je vous ai dit, là, c'est dans un monde idéal où tout est fait à 100% correctement. On s'entend que ce n'est pas le cas généralement. Donc, souvent, on va voir que soit les employeurs ou même les fournisseurs de paye refusent de mettre fin aux impôts, les retenus d'impôts pour les non-résidents. Parfois, c'est simplement juste parce qu'ils n'étaient pas au courant. Certaines circonstances, j'ai vu, c'est juste les fournisseurs de paye ont comme des limitations dans leur système qui sont juste pas capables d'arrêter le tout. Peu importe c'est quoi la raison, c'est sûr que ça peut causer quand même des problèmes de trésorerie pour l'employé parce que là, il serait retenu au niveau canadien. Puis aussi, il faut qu'il y ait des retenues au niveau américain, par exemple. Donc, c'est une double retenue, là. En bout de ligne, on va être capable d'avoir 100% des retenues au Canada si la personne n'a pas travaillé au Canada. Mais encore là, il faut préparer une déclaration d'impôt. C'est des gros remboursements. Ça prend plus longtemps avant d'être traité. Donc, parfois, ça va nous prendre 1 an avant qu'on voit le remboursement après le délai. Parfait. Puis là, je vais aller du côté américain. Donc, très similaire au côté canadien, dans le sens que quelqu'un qui est non-résident fiscal américain va devoir faire une déclaration américaine, va devoir reporter le revenu de source américaine seulement, donc basé sur les jours de travail physique travaillés là-bas. Encore là, déterminer s'il y a une exemption sous une convention. Il va falloir aussi regarder, par exemple, s'il y a un État, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas tous les États qui ont qui chargent de l'impôt. Par exemple, Floride ou Texas, il y en a à peu près 7. Il n'y a pas d'impôt étatique, donc toujours à voir. Et puis, dans les circonstances où il y a de l'impôt qui doit être payé, ben, ça va être payé avec la déclaration ou techniquement avec les retenus, là. Et puis, c'est ça. Si la personne est, d'habitude, ça serait non-résident fiscal américaine, résident fiscal canadienne, on va pouvoir prendre le crédit d'impôt étranger au Canada. Puis, pour un résident fiscal des États-Unis, on va devoir préparer évidemment une déclaration américaine. Similairement au Canada, revenus mondiaux vont devoir être reportés sur la déclaration américaine. Et puis, il va y avoir aussi une déclaration étatique à faire. Donc, que ce soit parce que la personne habite dans l'État en particulier ou parce que peut-être qu'elle a travaillé dans cet État, ou une combinaison des deux, là, dépendamment. À noter qu'aux États-Unis, il y a 1 million de formulaires différents informatifs qui sont applicables lorsqu'on a des actifs et des comptes financiers détenus aux États-Unis. Ces formulaires-là doivent être faits sur une base annuelle, puis ont quand même des pénalités importantes s'ils ne sont pas produits. Là. On parle de 10 000 US par année, là, donc c'est pas comme au Canada. Et puis encore là, quelqu'un qui est résident fiscal américain, qui a travaillé, disons, au Canada un peu durant l'année, payé des impôts au Canada, on va pouvoir réclamer un crédit d'impôt étranger aux États-Unis, justement, encore là, pour éviter la double imposition. Les États-Unis, c'est le fun. Souvent, ils ne nous posent jamais de questions pour le crédit d'impôt étranger, donc au moins, il y a ça. Et puis, Rina va continuer avec les autres considérations. Bon, là, je pense qu'on vous a tous traumatisés un peu. Fait que je vais aborder un peu le concept de travailleur autonome parce que c'est sûr que la première question que tout le monde dit, OK, mais j'ai pas le goût de dealer avec tout ça, toutes ces retenues-là, parce que mon employé décide d'aller faire du télétravail aux États-Unis ou au Costa Rica.
Effectivement, il y a la possibilité de changer l'employé vers un statut de travailleur autonome si tout se fait comme il faut et qu'effectivement, il devient un travailleur autonome. Dans certains cas, ça peut être super intéressant d'un point de vue canadien pour le payeur, ex-employeur. Par contre, il faut quand même noter qu'il peut quand même avoir une retenue d'impôt fédéral et Québec qui est requise, donc le 15 % fédéral et le 9 % au Québec, si ce travailleur autonome-là non résident du Canada-Québec va rendre des services en sol canadien-québécois. Donc, ça peut, en théorie, si le travailleur autonome non résident du Canada va décider d'aller aux États-Unis puis va plus remettre les pieds au Canada-Québec, il peut justement avoir un bénéfice pour ce payeur-là au niveau de ne plus avoir de retenue à la source. Mais s'il y a quand même du travail effectué en sol canadien-québécois, il y a quand même des retenues qui sont requises par rapport à cette portion de travail-là. Il va falloir quand même faire des feuillets, donc à place du T4, ça va être le T4ANR et le relevé 1 à compléter annuellement, mais ça reste quand même moins d'obligations. Donc, dans ce contexte-là, si on veut vraiment éviter tout, il faut vraiment qu'ils deviennent non-résidents puis qu'ils ne mettent plus les pieds au Canada-Québec. Par contre, la chose à considérer, c'est que oui, c'est une solution qui est quand même intéressante pour le payeur, mais on ne peut pas juste décider du jour au lendemain, écrire sur un papier, celui-là, il est devenu travailleur autonome à la place d'être employé. Il faut vraiment qu'il y ait un changement au niveau de la relation de cette personne-là avec l'employeur ou ex-employeur pour justifier qu'il est maintenant devenu travailleur autonome. Donc, souvent, les gens vont prendre le raccourci et juste dire « il est rendu travailleur autonome », mais en réalité, s'ils étaient pour avoir une vérification de la part du gouvernement, une vérification de paye, ils se rendraient rapidement compte que la relation n'a pas vraiment changé avec cette personne-là et pourrait recaractériser cette personne comme employée et ensuite les mettre à défaut pour retenue et remise non faite. Donc, si on veut vraiment viser un statut de travailleur autonome, il faut vraiment faire attention aux critères qui ont été développés en jurisprudence. On les a listés ici. Donc, subordination effective dans le travail, s'assurer qu'il y a plus autant de contrôle sur les journées de travail et sur le rendu de cette personne-là. Faut s'assurer qu'il y a un changement au niveau du risque financier. Au niveau de la propriété des outils, donc vraiment simple, un employé, habituellement, on va fournir le laptop et tous les autres outils. Mais s'il est travailleur autonome, il faut qu'il fournisse ses propres outils habituellement. Et finalement, intégration du travail effectué. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des vraies démarches effectuées pour faire ce changement-là avant de sauter là-dessus. Au niveau États-Unis, donc si jamais on réussit à faire la transition vers travailleur autonome et que le travailleur autonome reste résident canadien, non résident des États-Unis, faut savoir qu'on ne se sauve pas de la retenue d'impôt à la source américaine. Elle est par contre différente. C'est une retenue d'impôt pour non-résidents qui est à un taux fixe de 30 %. Donc, ça reste toujours pas intéressant. Par contre, il y a moyen d'éviter cette retenue d'impôt à la source par le payeur. C'est s'il fait le formulaire 8233 qui doit être fait annuellement pour justement venir dire que ce travailleur autonome-là ne sera pas imposable en vertu de la Convention fiscale aux États-Unis et donc, ultimement, n'aura pas d'impôt à payer. Donc, on vient l'exenter de la retenue américaine. Par contre, ça n'empêche pas les obligations pas de l'employé, mais du travailleur autonome qui devra quand même produire une déclaration américaine à chaque année pour venir s'exonérer d'imposition aux États-Unis. Si on ne fait pas le formulaire 8233 et qu'il y a une retenue à la source qui est faite par le payeur aux États-Unis, le non-résident pourra tout de même récupérer l'impôt qui a été retenu à la source en faisant une déclaration de revenus non-résident si effectivement il peut s'exonérer en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis. Donc, ce n'est pas perdu, c'est juste de la paperasse et du temps.
Sinon, si jamais il n'est pas capable de s'exonérer, ben, il va payer une charge aux États-Unis d'impôt et ensuite, au Canada, il va prendre un crédit d'impôt étranger pour l'impôt payé aux États-Unis. Il pourrait par contre s'éviter de payer la Self-Employment Tax, qui sont les charges sociales américaines, s'il demande un certificat d'assujettissement et continue les cotisations aux charges sociales canadiennes dans ce contexte. Fait que l'idéal, avec un travailleur autonome, on parle d'un non-résident canadien, québécois, qui déménage aux États-Unis, devient résident fiscal américain et qui ne met plus les pieds au Canada-Québec. Donc là, le payeur n'a plus d'obligation de retenue au Canada-Québec, n'a pas l'obligation de retenue de 30 % aux États-Unis non plus, parce que ça, c'est juste pour les non-résidents américains. Et donc, vraiment, le payeur se libère de toutes ces obligations-là. Le travailleur autonome, par contre, va devoir payer ses impôts dans la déclaration de revenus américaine de résident et aussi les charges sociales américaines. Puis un point qui est important, c'est que les charges sociales américaines sont beaucoup plus importantes que nos charges sociales canadiennes. Donc, c'est quand même un coût à considérer. La transition vers travailleur autonome est intéressante du point de vue payeur, mais des fois pas intéressante du point de vue de l'employé. Il n'y a pas le goût parce que les charges sociales sont beaucoup plus importantes aux États-Unis et aussi la couverture d'assurance maladie aux États-Unis est beaucoup plus coûteuse et souvent obligatoire dans certains États. Finalement, pour clore, l'établissement stable, ça va être important dans tout ce contexte-là de s'assurer que cet employé-là qui s'en va aux États-Unis ne va pas créer un établissement stable aux États-Unis pour la société canadienne. Parce que sinon, la création d'un établissement stable pour la société canadienne aux États-Unis, peut avoir des impacts, des fois juste administratifs, si on est capable de s'en sortir ultimement, mais des fois peut avoir des impacts au niveau de l'impôt américain pour la société. Donc, on va généralement regarder la Convention fiscale Canada-États-Unis ou tout autre pays, dépendant où l'employé est, pour voir s'il y a création d'un établissement stable. Il y a 3 critères qu'on va regarder. Donc, soit par une installation fixe d'affaires. C'est sûr qu'un bureau à l'étranger, donc le travail à la maison à partir de chez lui aux États-Unis, habituellement ne génère pas la création d'un établissement stable, mais ça dépend parce que des fois, l'employeur, s'il décide de mettre son adresse de bureau à domicile sur leur site Internet, cette adresse, il va rencontrer des clients à cette adresse-là et autres aux États-Unis, ça peut commencer à devenir important et risqué au niveau de l'établissement stable. L'autre avenue, c'est au niveau des activités que l'employé va faire aux États-Unis. Donc, si c'est un employé, je ne sais pas moi, un réceptionniste ou autre qui fait pas des décisions importantes pour la société, qui va aller faire du télétravail aux États-Unis, habituellement, c'est pas risqué, c'est pas un critère qu'on va regarder. Mais si c'est un CEO ou un associé qui va faire ça et qui va aller aux États-Unis et qui est responsable de signer des contrats pour la société et faire rentrer des mandats, souvent, ça peut avoir un impact sur l'établissement stable aux États-Unis. Et finalement, c'est la prestation de service. Donc, si l'employé va passer 183 jours ou plus au courant d'une période quelconque de 12 mois et qu'il génère plus de 50 % des recettes brutes de la société aux États-Unis, là, il pourrait être vu comme ayant créé un établissement stable aux États-Unis. Ou même chose si il passe 183 jours ou plus, mais qui travaille sur un projet pour des clients qui sont résidents des États-Unis ou qui ont un établissement stable aux États-Unis, ça peut également créer un établissement stable. Donc, tout ça pour dire, c'est sûr, c'est pas noir ou blanc, là, c'est gris. Il faut analyser vraiment tous les faits lorsqu'on a des employés. Puis c'est sûr que si tu en as juste un, c'est pas si pire, mais si tu en accumules, ça peut effectivement devenir problématique pour la société canadienne. Donc,
Conclusion de toute notre présentation, c'est vraiment, faut faire attention. Si vous avez des clients qui sont des employeurs canadiens puis qui tiennent à leurs employés puis qui ne veulent pas les perdre, bien, il faut quand même qu'ils soient au courant de tous les risques dans lesquels ils se mettent avant d'accepter. D'où pourquoi une politique de télétravail à l'interne est importante. C'est important d'avoir tout ça dans les contrats avec les employés aussi et de bien analyser les risques tant employés et employeurs avant d'accepter. Donc, il faut qu'ils soient au courant de où est-ce que leur employé travaille parce que souvent, je vois des situations où ils ne savent même pas où est-ce que l'employé se connecte pour travailler. Donc, vous avez nos coordonnées. C'est sûr, c'est dans nos cordes. On en fait des dossiers comme ça. On a un département, justement, de paye que Sylvana gère et on peut aider pour la mise en place d'un système de paye. On peut aider avec la consultation avec vos clients, les déclarations de revenus canadiennes, américaines. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. D'abord, bravo pour la présentation, super intéressante. Merci. Dans un contexte où on avait une personne qui était un employé qui devient par la suite un travailleur autonome, le fait qu'il garde peut-être seulement une personne auquel il rend des services, est-ce que ça, c'est pas un élément problématique ou est-ce qu'on s'expose pas à... Oui, définitivement. C'est un des 4 critères, dans le fond. C'est un travailleur autonome, habituellement, va avoir plus qu'un client. On va aller chercher plus d'un client. Fait que c'est sûr que si cet employé-là, qui est devenu travailleur autonome, garde juste un seul lien, garde un bureau, une adresse courriel, un numéro de téléphone et tout, comme avant, bien, ça va être difficile de dire qu'il y a effectivement eu un changement de statut. Oui? Lorsque vous parliez d'établissement stable, puis la capacité à conclure des contrats, vous avez parlé d'associés, vous avez parlé de mandat. Est-ce que ça doit être, par exemple, un associé de bureau qui allait faire du travail étranger, puis qui a la capacité donc d'accepter des nouveaux mandats, d'accepter des offres de services en venant? Ça serait-tu considéré comme conclure des contrats, puis donc faire l'établissement stable? Tu veux-tu y aller? Oui, je peux y aller. Ben, c'est sûr que ça va dépendre de un. Est-ce que la boîte, est-ce qu'il y a juste un associé ou on parle de 100 associés? C'est quoi la quantité de contrats que cette personne-là peut signer en général? Ça va évidemment comme rentrer dans les faits. Puis 2 aussi, c'est est-ce qu'il va conclure les contrats physiquement aux États-Unis ou sinon, est-ce qu'il va peut-être juste travailler là, retourner au Canada, signer tous les contrats au Canada? Donc, tu sais, il y a quand même des façons, c'est noir et blanc, là, ça va vraiment dépendre de tous les faits là, de la situation. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse concrète, mais ouais. Mais c'est plus risqué, c'est sûr. Ouais. C'est, comme j'ai dit, ça dépend du niveau de la personne qui va en télétravail, mais quand c'est un associé, tu commences à te poser plus de questions. Dans ce scénario-là, moi, je dirais, c'est surtout pas de contrat. Non, effectivement. Vraiment pas. Fait, d'où la consultation fiscale est importante, puis de venir donner des petits trucs, comme parce qu'on voit, avant la consultation, souvent on voit des gens qui vont venir qui ont mis l'adresse de cet employé chez lui sur leur site Internet, ou tout ça, puis là, après ça, on les conseille contrairement. Donc, c'est important parce qu'on vient donner des petits trucs comme ça, mais c'est sûr que c'est gris, là. C'est une interprétation, c'est pas noir ou blanc. Mais merci beaucoup. D'autres questions?